29-20 du 22 juillet 2010. Donc, il n'y a pas d'amalgame possible. Il ne s'agit pas des mêmes arrêtés. Ces arrêtés-là ont été versés dans le dossier. Je pense que de ce point de vue, on ne peut plus soutenir ici, à la barre, que Avipa n'a pas la qualité pour figurer dans cette procédure. Ensuite, Monsieur le Président, concernant l'OGDH, nous avons également versé dans le dossier l'arrêté de création et les statuts sont déjà versés dans le dossier ainsi que ceux de la FIDH. Donc, de ce point de vue, Monsieur le Président, conformément à l'article 156, alinéa 1, ces ONG ont effectivement la qualité pour figurer comme partie civile dans la présente procédure. En réalité, Monsieur le Président, toutes ces exceptions ont été soulevées parce qu'il y a une volonté manifeste de nuire à ces différentes ONG parce que nous savons tous, c'est à travers ces ONG que cette affaire a eu un retentissement international. Donc aujourd'hui, on crée des subterfuges à travers lesquels on espère écarter ces différentes ONG dans cette procédure. Je pense que c'est peine perdue, d'autant plus que, en ce qui concerne leur existence légale, il y a des actes qui sont en vigueur, qui sont versés dans le dossier, et en ce qui concerne leur capacité à effectivement figurer dans cette procédure, l'article 156, alinéa 1, est très clair. Dès lors qu'une association a plus de 5 ans d'existence, elle a la possibilité, si dans ses statuts, il est prévu les conditions prévues dans cet article, elle a la possibilité de se constituer partie civile. Et c'est le cas de toutes ces ONG. Pour ce qui est de la FIDH internationale, fête ses 100 ans dans quelques jours. L'OGDH, à travers l'arrêté qui est versé dans le dossier, a une existence légale depuis le 22 mai 1900. Toutes ces ONG ont dépassé le délai requis, c'est-à-dire 5 ans. De ce point de vue, Monsieur le Président, nous pensons que ces parties civiles ont effectivement la capacité et le droit de figurer dans ces différentes procédures. Enfin, Monsieur le Président, je voudrais, puisqu'il a été question de M. Gomou, son conseil se retranche derrière une petite erreur de dactylographie pour prétendre et supposer que M. Blaise Gomou n'a pas été renvoyé devant le tribunal criminel. Mais Monsieur le Président, c'est d'autant plus étonnant que peut-être que son conseil n'a pas suffisamment lu le dossier ou alors il n'a pas consulté l'ordonnance de renvoi. Dans les pièces du dossier, il est clairement indiqué, par exemple, au niveau de sa première comparution, toute sa filiation. Et quand il a comparu pour sa première fois à cette barre, au niveau de son identification, il a effectivement dit qu'il était né le 22 janvier 1972 à Zérékoré. Il est le fils de Feu Pakile et de Nawa Gahara. Ça, c'est clair. Il a dit ici, Monsieur le Président. Donc, il n'y a aucune confusion possible sur son identité. Ensuite, au niveau de l'ordonnance de renvoi, il est clairement indiqué à la page 9, à la page 9, numéro 11, Blaise Goumou. Alors, qu'on nous dise qu'il y a un autre Blaise Guémou qui serait gendarme et qui serait mort, c'est extrêmement grave. Parce qu'en réalité, comme les morts ne peuvent pas discuter, ne peuvent pas contester ce qui est articulé contre eux, mais Monsieur le Président, ce n'est qu'une diversion. En réalité, pendant toute la journée d'hier, la défense nous a servi à soulever des exceptions qui, en réalité, n'avaient été soulevées que soit pour créer la confusion ou créer la diversion. Mais dans tous les cas, les réponses apportées par le ministère public ainsi que les avocats des parties civiles démontrent à suffisance que toutes ces exceptions, d'ailleurs, certaines sont mal fondées, d'autres sont inopportunes. Raison pour laquelle je demande respectueusement, Monsieur le Président, qu'il vous plaise de bien vouloir les rejeter purement et simplement. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Honorable assesseur, de m'avoir donné la parole et par la même occasion me permettre de répondre aux exceptions soulevées par mes confrères de la Défense. Monsieur le Président, honorable assesseur, je ne vais pas être très long, mais je vous prie, dans le secret de votre délibération, Monsieur le Président, en ce qui concerne la nullité de la citation, de faire application des dispositions de l'article 676 du Code de procédure pénale qui dispose:
La nullité d'un exploit ne peut être prononcée que lorsqu'elle a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la personne qui le concerne. Monsieur le Président, les accusés ont comparu. Ils sont dans cette salle. Je ne vois pas l'opportunité, Monsieur le Président, de solliciter de votre tribunal la nullité de la citation. Je vous prie de balayer cette exception d'un revers de main. Sur la non-communication, Monsieur le Président, de certaines pièces du dossier à la défense, je vous prie également de faire lecture des dispositions de l'article 389. Cet article dispose également, Monsieur le Président, honorable assesseur, l'accusé et la partie civile ou leur conseil peuvent prendre ou faire prendre copie à leurs frais de toute pièce de la procédure. Il n'est délivré gratuitement à chacun des accusés qu'une seule copie des procès-verbaux constatant l'infraction, des déclarations écrites des témoins et des rapports d'expertise. Monsieur le Président, honorable assesseur, je pense qu'il ne faut pas qu'on s'habitue trop à la gratuité. Si les avocats de la défense ont besoin, Monsieur le Président, de certaines pièces du dossier, je pense qu'ils doivent se mettre en rapport avec vous, mais cette fois-ci à leurs frais. Cette fois-ci à leurs frais. Il est très difficile pour nous, Monsieur le Président, de prendre la parole après la brillante intervention du parquet. Sur ce, je vous remercie et je sollicite qu'il vous plaise de rejeter les exceptions. Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur le Président. J'interviendrai uniquement par rapport à la prétendue détention illégale. J'en ai pour preuve le procès verbal qui a été dressé à l'initiative des conseils des accusés, procès verbal de constat, dressé le 27 septembre 2022, c'est-à-dire la veille de l'audience. Dans le procès verbal de constat, premier paragraphe, s'il vous plaît, à la requête de maître Jean-Moussa Souvogui et d'autres confrères, tous conseil de capitaine Moussa Dadis Camara et autres. Alors, Monsieur le Président, nous avons tellement parlé de la forme, dire que la forme commande les moins. Est-ce que les avocats sont à même de déposer des requêtes? C'est tout à fait l'inverse qu'il fallait. À la requête de capitaine Moussa Dadis Camara et autres ayant pour conseil. Donc, les requérants, ce n'est pas les conseils qui sont les requérants, qui ne devraient pas être les requérants, Monsieur le Président. C'est les accusés. Puisque vous tenez à la forme, par rapport à ce procès verbal, encore une fois, vous n'étiez pas dans la forme. Monsieur le Président, au dernier alinéa de ce procès verbal, voilà ce qui est écrit. Que certes, ce présent constat préserverait les droits et intérêts de leurs clients pour la suite de la procédure. Mais qu'est-ce que cela voudrait dire? Un procès verbal n'est établi et dressé que pour faire ressortir, faire constater un événement ou d'un acte qui vient d'être posé. Comment un procès verbal qui a été dressé à la date du 27 septembre 2022 pourra soutenir des actions ou des comportements qui pourraient se produire par ailleurs? Il n'y a aucun intérêt. Donc, pour ce motif, vous allez purement et simplement écarter ce procès verbal qui n'a été dressé à dessein que pour dire, entre guillemets, que le parquet de Conakry 2 était vraiment dans une position de partialité. Ce qui n'est pas le cas et ce n'est pas ce qui a été exposé. Monsieur le Président,
je vais m'évertuer à rappeler des propos qui ont été tenus par certains conseillers de la Défense en disant qu'en ce qui concerne les recours, en ce qui concerne les exceptions, leurs clients leur avaient demandé de n'exercer aucun recours, de ne soulever aucune exception. Si c'était un secret, vous l'avez dévoilé. Est-ce que vous avez ce droit de le dévoiler? Vous savez si cela était possible ou non possible. Pourquoi avoir justement soulevé des exceptions pour le compte de vos clients, les accusés, alors qu'ils vous avaient demandé de ne pas le faire? Vous voulez faire perdre du temps à ce tribunal, vous voulez faire perdre du temps au parti civil, encore que la constitution de parti civil peut se faire à n'importe quelle étape. N'importe quelle étape. C'est cela, Monsieur le Président. Et vous comprendrez aussi qu'il y a des victimes qui ne sont pas consultées partie civile, et je sais que le moment venu, si elles constatent vraiment elles ont un intérêt, elles vont se consulter partie civile. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Moi, je voudrais insister sur l'article 396 qu'a invoqué ou qu'ont invoqué les avocats de M. Toumba Diakité. Monsieur le Président, permettez que je relise cette disposition qui est relative à la nullité des actes de procédure et à la nullité de l'ordonnance. Cette disposition, cet article dispose: l'accusé et le procureur de la République ne peuvent interjeter appel contre les actes de procédure et l'ordonnance de renvoi qu'après le jugement de condamnation. Qu'après le jugement de condamnation. La phrase suivante: la demande en nullité de l'ordonnance de renvoi ne peut être formée que dans les cas suivants. Je vous épargne, Monsieur le Président, la lecture de ces cas. Mais il faut que de l'autre côté de la défense, donc, qu'on sache que cette disposition est sans équivoque. Parce que ce n'est pas le moment de soulever la nullité de l'ordonnance. Parce que la phrase suivante que j'ai lue tout à l'heure n'est pas détachée de cet alinéa premier. Donc c'est la suite de l'alinéa premier. D'ailleurs, cette disposition n'a pas un second alinéa. Et donc, on ne peut pas vous dire, à ce stade de la procédure, d'annuler l'ordonnance qui vous saisit. Ce n'est pas possible. Sur la base de cette disposition légale, ce n'est pas possible. Donc, j'invite encore la défense à relire cette disposition pour savoir à quel moment il y a opportunité de soulever la nullité et des actes de procédure qui ont conduit au rendu de cette ordonnance et à la nullité de cette ordonnance. Parce que, jusqu'ici, aucune décision de condamnation n'est intervenue. Aucun jugement de condamnation. En tout cas, pas en ce que je sache. Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je voudrais intervenir sur 3 points. Le premier concerne l'esprit de l'article 252 du Code de procédure pénale sur la détention. Je voudrais rappeler que l'alinéa premier de cet article est très clair. Les accusés libres, donc qui ne sont pas en détention, sont obligés de se constituer partie civile, de se constituer prisonniers la veille de l'audience. Ça, c'est l'esprit
de l'alinéa 1er de cet article. L'alinéa 2 de cet article, dont se prévalent les conseils de la défense, cet alinéa est très clair. C'est lorsque des accusés ont été convoqués, ils n'ont pas daigné comparaître. C'est en ce moment qu'une ordonnance de prise de corps sera exécutée à leur encontre. Or, dans le cas d'espèce, Monsieur le Président, les accusés qui ont été invités ont daigné comparaître. Personne n'a refusé. Et c'est pourquoi ils se sont constitués volontairement prisonniers, conformément à l'esprit de l'alinéa 1 de l'article 252. Donc, plus de polémique là-dessus. Le procureur n'avait pas à entreprendre un quelconque mandat, un quelconque titre de détention. C'est leur constitution de prisonniers qui a prévalu. Deuxièmement, en ce qui concerne l'erreur sur M. Blaise Goumou, moi je pense que on n'a plus besoin de se focaliser sur cette erreur dans la mesure où, devant le service d'investigation judiciaire, autrement dit la gendarmerie, c'est la même personne qui s'était présentée pour être interrogée. Devant le pool des juges d'instruction, c'est la même personne également qui avait comparu pour être interrogée. Et c'est pourquoi, cette fois-ci, dès qu'elle a reçu la cédule de citation et la citation, elle a comparu. Parce qu'elle sait que c'est elle-même qui est concernée, ce n'est pas une autre personne. Donc, il n'est pas question de dire qu'il y a erreur sur la personne. Même s'il y a eu une erreur au niveau du secrétariat, une erreur de frappe, mais celui-là qui a été entendu par les enquêteurs, par le pool des juges d'instruction, si c'est ce dernier même qui se présente, mais ça veut dire que c'est lui-même qui est concerné. Plus de polémique là-dessus. Le troisième point, c'est sur l'irrecevabilité de certaines parties civiles qui a été brillamment développée tant par le ministère public que par mes précédents confrères. Moi, je voudrais faire lecture de l'article 491 qui met fin à cette polémique. L'article 491 du Code de procédure pénale. Le tribunal apprécie la recevabilité de la constitution de partie civile et s'il échait, déclare cette constitution irrecevable. L'irrecevabilité peut également être soulevée par le ministère public, le prévenu, le civilement responsable ou une autre partie civile. On ne parle pas d'accusé ici. Je pense qu'il n'y a pas de prévenu dans cette salle.